Et c'était avant que Uber débarque en France. Rodolphe me dit, écoute, c'est bien ton truc, mais c'est quoi l'impact du digital sur ton secteur? Et au début, j'ai dit, c'est quoi tes conneries? Moi, c'est de l'humain, ça fait des années que ça existe. Et puis, cette petite graine, elle a germé. Je me dis, mais tiens, en fait, c'est pas con, parce que c'est vrai que ça, on fait ça un peu à la mano. Ça aussi. En fait, attends, s'il y avait un outil tech qui pourrait permettre de gagner du temps sur tout ça, ça pourrait vraiment changer la donne. Et aujourd'hui, c'est devenu une composante essentielle du groupe. Enfin, on parle de plus de 60 personnes, effectivement, en interne, qui sont dans les équipes tech aujourd'hui et qui développent des outils propriétaires. Alexandre, bienvenue dans le Digital Staffing Club. On est extrêmement content de te recevoir. Moi, j'ai entendu qu'il y avait 3 super modèles dans le business. Il y a le SaaS, le Software as a Service. Il y a l'asset management, où tu as des management fees et du carry sur de l'argent que tu gères. Et il y a la franchise. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Écoute, ça sera d'autres d'en juger, mais en tout cas, alors l'idée c'était pas partir de la franchise. Enfin, t'as une analyse qui est très juste, mais qui est très analytique des choses. Moi, l'histoire, elle est partie du terrain. Et pour raconter l'histoire, l'idée de la franchise m'est venue quand je suis allé voir l'agence de Blois, dans ce grand groupe qui était dirigé par une personne qui s'appelait Jacqueline Imbert, qui était responsable de l'agence et qui était la 2e meilleure agence de France. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'à Blois, on est une agence qui cartonne? Et du coup, moi, un bon ingénieur, quand j'ai pris mes fonctions, j'avais pris ma bagnole et puis j'étais allé voir, à Blois, qu'est-ce qui fait que ça marche bien? Et c'était une belle agence, tu vois, 7-8 personnes, hyper bien organisée, etc. Puis j'avais pris mon calepin et j'avais noté, 6 pages de notes sur le processus d'accueil des collaborateurs, qui faisait quoi, l'organisation, les process, machin, etc. J'ai noté aussi l'emplacement de l'agence. À l'époque aussi, le groupe était sponsor de la Coupe du Monde du rugby, donc on avait des espèces de publicité partout dans toute la France là-dessus. Et surtout que cette personne clé qui gérait l'agence prenait sa retraite quelques mois après mon arrivée. Et il se trouve que suite à son départ, l'agence, alors elle s'est pas complètement cassé la gueule, mais elle a pris un sacré coup en termes de développement. Et pour moi, c'était un vrai choc de me dire, attends juste, on parle d'une agence dans laquelle on ne change pas la marque, on ne change pas l'emplacement de l'agence, on ne change même pas les collaborateurs dans l'agence. Il y a une personne clé qui est la responsable de l'agence qui part et ça change tout. Et pour moi, c'était une vraie révélation sur la dimension extrêmement importante dans ce métier-là, qui est le nôtre, de l'intuitu personné. La personne qui tient l'agence et gère les équipes. Les gens venaient dans l'agence, je parle des clients et des candidats, parce que c'était Jacqueline. Et finalement, tout ce qui tourne autour, on va parler beaucoup des outils, les process, la marque, etc. Ça reste quand même, il faudra avoir cette humilité-là, secondaire, par rapport à la niaque et la qualité de la personne qui tient l'agence. Et moi, quand j'étais ensuite dans ce grand groupe, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain, aller rencontrer les gens d'agence et j'aime bien dire leur apporter un peu le feu sacré. Et du coup, je me dis, si je peux lancer un truc un peu différent, effectivement, dans ce secteur, pourquoi je ne créerais pas un modèle dans lequel les gens deviennent réellement patrons de leur agence, parce que c'est comme ça qu'ils pourraient le mieux le gérer. Et c'est cette idée-là de base qui finalement a germé en me disant, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui existent? Alors, il y a plein de modèles pour être effectivement co-actionnaire, etc. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de la franchise? Parce que ça existe dans d'autres secteurs. C'est un mode de développement qui est très courant dans le prêt-à-porter, dans la restauration, mais ça n'existe quasiment pas dans le monde de l'intérim. Il y a un gros exemple aux États-Unis, une boîte effectivement qui fait plusieurs milliards, qui a plusieurs centaines d'agences en franchise. Mais c'est comme ça que l'idée a germé de lancer un réseau en franchise. Et c'est l'idée de base. Dès le début, c'était ça. J'aimerais qu'on rentre un peu plus en détail sur le modèle de la franchise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment fonctionne le groupe, la relation entre les franchisés et le siège? Comment est-ce que tu ouvres une nouvelle agence? Quel est le niveau d'autonomie en fait d'une agence en franchise? Et qu'est-ce que vous apportez au niveau du siège pour supporter l'activité d'une agence, sachant qu'on est sur un secteur qui est quand même aussi assez régulé. Oui. Donc comment est-ce que tu comment ça se passe, comment ça se passe? Alors si tu veux bien un petit préambule sur c'est quoi une franchise, peut-être pour commencer, parce que je pense que beaucoup de gens connaissent le nom, mais c'est intéressant de savoir un petit peu les bases de c'est quoi le modèle d'une franchise, et ça s'applique pour l'ensemble d'autres secteurs aussi. La franchise, en fait, c'est un mode de collaboration, effectivement, dans la distribution, qui existe depuis des dizaines d'années, qui lie en fait un franchiseur à un franchisé. Le franchiseur, c'est celui qui apporte 3 choses, en gros. C'est un savoir-faire, effectivement, une formation, et puis un accompagnement avec des outils. D'accord ? Il donne ça à un entrepreneur indépendant, donc c'est vraiment un entrepreneur qui est le franchisé,
qui crée sa boîte et qui est lié effectivement au franchiseur par un contrat dans lequel il va récupérer cette formation, ses outils, ce savoir-faire, ses formations. Il est tenu de respecter le savoir-faire qui est défini par le franchiseur, mais ensuite il a toute l'attitude pour gérer sa boîte comme il le souhaite. Et en échange de cet apport, il paye des redevances, effectivement, au franchiseur. Et c'est exactement dans ce cadre très épuré dans lequel on s'est inscrit. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va aller démarcher des personnes qui veulent monter leur boîte en général. Et d'ailleurs, la plupart de nos franchisés, et c'est peut-être une surprise pour vous, sont des gens qui n'ont strictement aucune expérience du travail temporaire. Aujourd'hui, toute l'entreprise n'est pas en franchise. Il y a aussi des activités en propre. Comment est-ce que tu gères ça ? Alors, il y a deux dimensions qu'on a gardées en propre. D'abord, on a gardé des agences pilotes. C'est-à-dire quoi ? On a une quinzaine d'agences, mais qui sont les mêmes que ce qu'on avait au début, qui nous servent d'abord de contributeurs aux résultats, parce que il faut bien avoir un peu d'argent comme pour investir, parce que la franchise, c'est des cycles assez longs. Ils nous servent de laboratoire. Ils aiment pas trop quand je leur parle d'eux comme ça, mais on va tester en permanence tous les nouveaux outils, les nouveaux job boards, les nouveaux modes de commercialisation. On va les tester d'abord dans nos rats de laboratoire, qui vont tester un peu ça. On voit si ça marche pas. Et ça nous sert aussi d'appartement témoin, parce qu'on a aujourd'hui une très grande majorité de nos franchises qui ne viennent pas du tout de l'intérim, sur lesquels ils viennent passer un peu de temps pour voir concrètement, est-ce que tu dois passer les 10 prochaines années de ta vie à faire ça, concrètement. Et donc c'est un peu ces trois rôles-là qui sont extrêmement importants. Donc on a une quinzaine qu'on a gardé historiquement parlant et qui se développe bien. Et l'autre volet aussi, qui est très différent, ce sont les grands comptes, sur lesquels, pour les très très grands comptes, là on a une offre qui est un peu différente aussi, mais qui ne passe pas par la franchise, mais qui passe par effectivement avoir beaucoup des salariés du groupe qui sont physiquement sur les grands sites effectivement de production de nos clients. Si on ouvre un autre chapitre de la discussion que j'ai envie d'ouvrir autour du digital, parce que d'abord c'est un fer de lance pour Mr Temp en termes de positionnement. Et, oui, clairement. Oui. Et évidemment, on a besoin de ta vision sur le sujet, aussi le pourquoi, le comment autour de ce positionnement. Quels sont les facteurs qui ont fait que tu as vraiment anglé la stratégie sur le digital, non seulement en fait en termes d'outillage, mais aussi en termes de communication, de positionnement de la marque. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tout ça ? Alors d'abord aussi, c'est un point important, c'est que la dimension digitale du projet faisait aussi partie du projet dès le début. À savoir, l'autre grand constat que j'avais fait aussi venant d'un autre secteur, lorsqu'on parle d'intérim, c'est que finalement, le modèle par lequel on va recruter des candidats en mettant une petite affichette sur une vitrine, sur une rue passante, je trouvais ça un peu désuet. Moi, quand je m'étais fait passer pour un candidat mystère. Avant de rejoindre le monde de l'intérim, moi qui venais de l'industrie, je n'avais jamais foutu les pieds dans une agence d'intérim, et du coup, je m'étais fait passer pour un candidat mystère, et je m'étais fait le boulevard Magenta à Paris. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, il y a quand même pas mal à l'intérim, en faisant passer pour un ingénieur dessinateur Katia, parce que je m'étais dit, si je tente le coup du maçon, je vais le griller direct. Et puis du coup, j'ai vu comment j'étais accueilli, et j'ai dit, mais c'est quand même bizarre d'avoir des affichettes un peu jaunies à l'entrée. Bon, on est quand même au XXIe siècle, il y a d'autres idées, Internet, pour aller capter des candidats de façon un peu plus moderne. Et c'est que dès le lancement du groupe, on a voulu avoir des agences physiques, comme j'ai dit précédemment, mais agences qui sont toutes en étage, donc il n'y a pas de vitrine extérieure, et donc on reçoit les candidats comme des cabinets de recrutement, finalement. Et on a fait un grand virage en 2015-2016, dans lequel on s'est dit, finalement, on peut aller beaucoup plus loin en termes d'utilisation de la technologie, au-delà de juste mettre des annonces et récupérer des candidatures. Je pense qu'il y a des vraies révolutions qui vont arriver dans ce secteur-là, et ça vaut le coup qu'on devienne réellement nous-mêmes propriétaires de nos propres outils tech. Donc on a recruté notre premier développeur informatique, c'était fin 2015 je pense. Et là aussi, alors tu parles un peu de comment c'est venu. C'est venu par une idée qui n'est pas de moi. Je m'étais fait un petit board un peu informel avec des copains qui viennent de secteurs très très différents. Et la petite graine, vraiment de devenir une boîte tech, ça a été Rodolphe Karl, qui est l'entrepreneur qui a lancé le fantastique réseau Babylou, effectivement, de crèche. Et je m'étais fait comme ça un board un peu informel avec des copains. Voilà, on faisait, c'était une fois par trimestre, une après-midi un peu où je racontais un peu mes conneries sur ce que je faisais, et puis une bonne bouffe à la fin, puis lançais un peu des idées à droite à gauche. Je me souviens encore, j'expliquais un peu mes trucs, etc. Et Rodolphe me dit, écoute, c'est bien ton truc, mais c'est quoi l'impact du digital sur ton secteur, enfin sur ton business? Et c'était avant que Uber débarque en France, hein, donc c'était un peu avant cette grande mutation, voilà.
Et au début, j'ai dit un peu comme tout entrepreneur, un peu trop optimiste, en disant mais écoute, non mais qu'est-ce que c'est, mais non, c'est quoi tes conneries, moi c'est l'humain, c'est machin, ça fait des années que ça existe, je vois pas très bien ce que peut avoir comme impact. Et puis cette petite graine, elle a germé. Je me dis mais tiens, en fait ouais, c'est pas con parce que c'est vrai que ça on fait ça un peu à la mano, ça aussi, en fait attends, s'il y avait un outil tech qui pourrait permettre de gagner du temps sur tout ça, ça pourrait vraiment changer la donne. Et ça a été effectivement le cheminement qui a émergé sur cette partie digitale au sein du groupe. Et aujourd'hui, c'est une composante essentielle du groupe. Enfin, on parle de plus de 60 personnes, effectivement, en interne, qui sont dans les équipes tech aujourd'hui et qui développent des outils propriétaires. Oui, on le voit parce que aussi, Mr Tam, c'était une filiale, si je me souviens bien, du groupe. Et ensuite, c'est devenu même le nom Mr Tam Group. Donc, en fait, on a la composante tech qui, même au niveau marketing, je dirais, a pris une ampleur où le groupe devient un groupe tech. Oui, là aussi, alors, c'était un cheminement qui était beaucoup par tâtonnement. Voilà, malheureusement, on n'a pas eu la vision très claire dès le début, mais c'est que, moi je dis on parce que j'étais avec des associés, mais avec Rémi et Arnaud, on s'est dit tiens, on a un peu le fantasme un peu d'Amazon. Lorsqu'on a lancé effectivement la partie tech, on dit tiens, on pourrait aussi imaginer un truc où des gens vont venir tout seuls sur un site. 2 clics, trouver un intérimaire, 2 clics, hop, l'intérimaire commence et c'est magique et ça marche très bien. Et la toute première plateforme qu'on a lancée, c'était ça. Et je crois qu'au bout de plusieurs mois, on a dû avoir 2 clients. Et là, on s'est dit, c'est sympa sur le papier, le truc c'est génial, fantastique, mais ça marche pas génial, en fait, c'est pas top. Et là, il faut mettre un petit peu en cause. Et finalement, on est avec la meilleure conclusion, c'était plutôt que de faire un truc un peu à part, qui serait un trek un peu geek, tech, etc., réservé à une petite élite qui va jouer là-dessus. En fait, c'était vraiment de combiner le meilleur de l'humain et de la tech. Et donc, on a vraiment mis toute la tech dans les mains de nos agences. Et donc, aujourd'hui, on parle d'une seule plateforme, effectivement, qui est commune à l'intégralité de nos agences et sur laquelle on s'est développé. Et ça s'est traduit, effectivement, comme tu le soulignais, par le changement de la marque du groupe. Effectivement, dans lequel on a rebaptisé le groupe Mr Tam Group pour incarner ces dimensions tech communes à l'intégralité de nos marques, même si nos marques sont toutes évidemment différentes avec un savoir-faire particulier. Qu'est-ce que ça crée, en fait, ce positionnement vis-à-vis du marché, vis-à-vis du client, vis-à-vis des investisseurs? Comment est-ce que ce positionnement, en fait, il crée de la valeur? Comment est-ce qu'il rejaillit en termes? Le but n'a jamais été de faire un truc marketing. Et je le mets aussi de façon très claire parce que c'est vrai que ça peut être tentant lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on pense au levée de fonds. On pense, il faut se rendre sexy. Je fais de la tech pour la tech. Et tu vois, moi à l'époque, on mettait, il faut faire de la tech, il faut du digital. Maintenant, il faut faire de la blockchain, du métavers. En ce moment, c'est de l'IA. Donc, on entend beaucoup de trucs là. Il faut que tu mettes un coup d'IA dans ton truc pour le rendre sexy parce que grâce à ça, tu vas lever des fonds et faire ce truc-là. Et je pense, alors je suis peut-être un peu vieux con, mais je pense que c'est une connerie, effectivement, de chercher à suivre les modes. Parce que si on fait ça, c'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs il y a 20 ans, on a toujours un train de retard. Et je pense que le marché a beaucoup changé avec vraiment un vrai choc de réalité aujourd'hui. Et moi, j'ai jamais cherché à faire de la tech pour de la tech. En fait, et je peux dire que les clients s'en foutent aujourd'hui de la tech. Ce qu'ils veulent, c'est un truc qui marche, qui marche mieux. Donc quelque part, la forme de curiosité que peuvent avoir des clients il y a quelques années en disant tiens, on est tech, tiens, ça m'intéresse, je vais tester le truc. On a largement tourner cette page-là, avec même parfois des déceptions d'ailleurs, parce qu'effectivement, lorsqu'on surpromet, on dit grâce à la tech, on va faire des miracles, et quand le miracle ne vient pas, on se dit finalement, c'est hyper déceptif. En disant, sous-entendu, la tech ne marche pas. Nous, c'est pas ce qu'on vend. Nous, on vend pas de la tech. On vend des solutions pour nos clients. Et le client, il s'en fout de la tech, le client en général. Le client, il veut juste, j'ai un besoin pour lundi matin d'un mec bon qui va venir faire le job. Si tu peux y arriver, tant mieux. Avec de la tech ou sans la tech, je m'en fous. Et donc, la seule promesse qu'on fait, et en tout cas, et qu'on fait avec humilité, parce qu'on reste comme sur de l'humain, la tech ne fait pas tout, c'est de dire, grâce à nos outils, on pourra trouver des candidats un peu mieux, un peu plus vite, et peut-être un peu moins cher que ce que font les autres. Et on vous montre comment on le fait, mais en fait, le vrai test de vérité, c'est est-ce que ça marche ou ça marche pas. Donc voilà, l'idée n'a jamais été de faire un truc pour faire cool, mais un truc qui permet d'apporter une vraie différenciation dans la valeur créée pour les clients et les candidats, et en restant sur des trucs très très basiques. Voilà. Et les candidats, c'est la même chose. Candidat, tu t'inscris, la promesse qu'on va faire, c'est de retrouver un boulot qui leur plaît. Vite, bien simple. Je dirais après, plus c'est simple, mieux c'est. Et la tech permet de le faire mieux, mais ça reste la vraie promesse, c'est celle-là.
C'est clair. Et quand on passe de, et tu nous as raconté l'histoire, on passe de un développeur en 2015 ou 2016 à 60 personnes dans une factory digitale ou dans un secteur du digital, on a des attentes en termes de résultats en fait de cet investissement. Il passe par ce que tu viens de raconter, il passe par l'efficience concrète qu'on propose à nos candidats, l'efficience concrète qu'on propose à nos clients, l'efficience concrète qu'on propose à nos entrepreneurs qui sont les franchisés. Oui, même si il y a quand même un acte de foi à avoir un petit peu quand même, hein, parce que c'est vrai que il faut quand même être convaincu que la tech va avoir un vrai impact. Parce que si on commence à raisonner très court-termiste, ROI, sur tiens, je mets en place une application pour mes intérimaires, c'est quoi le règle pour tourner sur ce truc-là, c'est pas évident à justifier, ça se voit pas tout de suite. Mais je pense qu'il faut quand même être profondément convaincu que la tech va fondamentalement bouleverser ce secteur-là, et que si on n'y va pas, en gros, on est mort, et que si on y va, ça va avoir un vrai impact sur la performance du groupe sur le long terme. Et je pense qu'il faut avoir comme cette conviction profonde qui doit guider comme les investissements, effectivement. Et ça se fait un peu par étapes, hein, effectivement, en fonction des besoins qu'on peut avoir, hein, pour essayer de mettre les priorités sur là où on a le plus d'impact, effectivement, dans le business quotidien. Et comment tu as fait pour véhiculer ce message en interne? Et c'est vrai que autant dans des startups, il y a une conviction qui est généralement assez forte de tout le monde, du fait qu'il y a probablement quelque chose à aller chercher dans cette direction-là. Parfois, quand on est dans des business plus traditionnels, avec des gens plus traditionnels, c'est plus difficile de convaincre, parce qu'en fait, je te confirme, ouais. Je vois comment ça marche, et je sais pas si ce que l'outil va me permettre de faire va me permettre de le faire mieux. Et comment est-ce que toi, tu t'y prends, en fait, pour transformer le groupe, non pas uniquement marketingment parlant, parce que c'est pas ce que tu veux faire, mais en profondeur. Et donc en profondeur, ça veut dire aussi d'aligner tout le monde autour d'une vision du coup qui est plus digitale. Oui. Écoute, alors je prétends pas avoir réussi non plus complètement le truc, hein, mais c'est vrai que on a testé plusieurs choses. Hein. Alors, il faut dire que le monde a beaucoup changé, hein, parce que c'est vrai que, et d'ailleurs, le Covid a été un réel accélérateur de ce point de vue-là. Lorsqu'on s'est lancé en 2015-2016, c'est vrai que beaucoup de gens ne croyaient pas à l'histoire. On dit attends, juste, mais attends, ton truc, ça marche pas, ou ça marchera jamais, nous, c'est différent. Je me souviens encore très bien d'une discussion avec une franchisée, dont je tairai le nom, mais elle se reconnaîtra peut-être, hein, dans le sud de la France, qui disait mais tes trucs, Alexandre, là, des conneries d'application, mais ça c'est bien pour les bobos parisiens, mais jamais moi, dans ma ville, bon, je tairai la ville, mais ça marchera jamais ton truc, mais jamais les gens vont s'inscrire sur une app, jamais. Tu les connais pas, tu viens pas sur le terrain, va voir un peu ce que c'est, etc. Bon, ce discours-là, je l'ai eu des centaines de fois. Et le vrai déclencheur en termes d'adoption, c'était le Covid. Parce que ces débats-là, du jour au lendemain, Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour rappel, hein, le marché entre, le vendredi soir et le matin, le marché a été divisé par 2. Ça a été la catastrophe, la Bérésina. Et c'est vrai que nous, on avait investi sur des outils tech qui fait que toutes nos agences, qui étaient effectivement agences, étaient physiquement fermées, mais tout le monde pouvait être 100% opérationnel en étant chez soi, avec un PC portable, avec tout qui fonctionnait. Et on s'est rendu compte que là, pour le coup, il y a une accélération de l'adoption, tant côté client que candidat, qui était phénoménale. Et nous, en termes d'activité, on est revenu fin juin au même niveau d'activité qu'on avait début mars 2020. Il faut dire que la chute a été brutale, mais la remontée a été aussi extrêmement rapide, parce qu'on était équipé pour. Et je n'ai plus eu cette interrogation sur la pertinence du digital après le Covid. J'ai même eu l'inverse. Des gens qui disaient, mais attends, le digital, ça développe tellement vite, est-ce qu'il y aura encore un job pour moi plus tard? Débat que j'ai encore aujourd'hui. Tu parlais un petit peu de l'adoption un peu. Juste un truc, hein, qu'on a fait là récemment et qui est plutôt un bon succès, c'est qu'on a enregistré une vidéo, d'accord, qu'on diffusait uniquement en interne, hein, mais voilà un peu comment on va visualiser, comment nous on voit le métier demain pour conjuguer le rôle digital avec le rôle de l'humain. Pour que les gens se projettent, pour dire, okay, voilà un peu comment on voit les choses. C'est utile à la fois pour les opérationnels, mais également pour les techs, en disant, tiens, oui, c'est comme ça qu'on imagine le boulot demain, donc c'est là-dessus qu'on doit mettre notre focus ou pas. Ouais, c'est super intéressant, faut qu'on en parle de ce que c'est que cette vision. Aujourd'hui, t'en es où dans la digitalisation du groupe? Est-ce qu'il y a toutes les agences qui sont aujourd'hui équipées, tous les intérimaires qui utilisent une application Mr Temp, ou est-ce que tu es encore dans une phase d'expérimentation ou de roll-out d'une solution? Alors, en fait, on est en roll-out perpétuel. Hein. Alors, juste pour répondre à la question, effectivement, est-ce que 100% des agences sont toutes sur le système, qui est le système commun digital? Après, on n'a pas été ayatollah dans le sens où on n'a pas imposé en disant tiens, la signature électronique c'est obligatoire maintenant. Non, mec qui veut continuer à signer papier, tu peux encore.
Sauf qu'aujourd'hui, le taux d'adoption est, je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de gens qui signent encore en papier, pour être très clair. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu cette vision-là d'imposer un truc. On a plutôt, accompagné effectivement nos clients, nos candidats, nos agences dans ces démarches d'utilisation, et qui est dès que on pilote aussi le taux d'utilisation de chacune des features qu'on développe, et on constate que il y a des taux qui sont extrêmement variables d'une agence à l'autre, d'un client à l'autre, en fonction de l'appétence digitale qu'ont les gens. Je prends l'exemple de l'espace client, par exemple, dans lequel nos clients peuvent venir exprimer leurs besoins, récupérer leurs factures, saisir leur relevé d'heure. On a des taux qui sont extrêmement disparates d'un client, même d'une région un peu à l'autre, ou d'une nature typo de client plutôt qu'une autre. Et c'est OK. Et maintenant, on voit un travail, quand les gens n'ont pas passé, il y a un travail d'évangélisation, effectivement, qui est extrêmement fort, pour être sûr, trouver les bons arguments pourquoi les gens n'y vont pas, quoi, effectivement. Et qui passe beaucoup par avoir une UX, donc un design qui soit très simple, pour que déjà, si c'est assez simple, normalement, ça devrait marcher tout seul. Mais il faut expliquer un peu les avantages, rassurer les gens, lever les freins. Et ce travail-là, c'est forcément un travail qui prend un peu de temps. Ouais, la qualité en fait de la fonctionnalité en fait et son design et son efficience en fait a un poids clé dans la capacité d'adoption, mais pas que. C'est ce que tu dis. C'est qu'en fait, selon les typologies, type d'entreprise, maturité digitale de l'entreprise, il y a des taux d'adoption qui sont différents, et donc tu gardes une omnicanalité, une capacité en fait à transiger de manière différente en fonction des attentes de tes clients. Typiquement, on est en pleine, on a toutes nos réunions régionales en ce moment, effectivement, et dans les réunions régionales, on passe énormément de temps à évangéliser. Et ça passe par quoi ? Ça passe par un suivi des stats. On aime beaucoup les comparatifs. Tiens, machin, t'es à 99%, toi, t'es à 2%. Écoute, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Des témoignages. Alors, l'idée, c'est pas de name and shame, comme disaient les Américains. Mais c'est juste de dire, le témoignage de celui qui est à 89%, qui raconte, écoute, moi, je suis passé tous mes clients sur l'espace client, pour donner un exemple très, très concret, Mais du coup, c'est top parce que les relances de factures se font automatiquement. Ici, 16 heures, donc j'ai pas besoin de. Alors, je les valide quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas des conneries. Donc, ça, c'est fait, mais ça me fait gagner un temps fou. Le client trouve ça beaucoup plus simple que de s'emmerder à remplir un truc papier et d'envoyer ça par mail parce que lui, que c'était bien foutu. Et c'est ses meilleurs arguments. Le franchise qui dit, écoute, moi, mes clients sont ravis. Et du coup, ça crée même un facteur de différenciation positif chez les clients. Une stickiness effectivement plus forte. Donc, il y a plein d'avantages induits qui sont top. Et en plus, c'est moins cher que des signatures avec d'autres canaux. Donc, les gars, c'est que vous êtes con de pas y aller, quoi. Et ça, c'est aussi la force d'un réseau entrepreneur, c'est que quand on met les bons arguments, les bons trucs, ils y vont tout seuls. J'ai pas besoin d'avoir des gens qui, je caricature un peu les propos, qui vont aller mettre des coups de baguette sur la tête pour que les gens y aillent, quoi. Écoute, si tu veux pas y aller, tu tiens balle dans le pied, mais si tu veux pas y aller, y va pas. Ouais. Je te force pas. C'est juste, c'est un peu dommage, quoi. Mais tant pis. Et là, du coup, tu as pris des exemples en B2B. Intéressé aussi pour avoir ta vision sur le B2C, nos candidats. D'abord, je trouve faut rester humble. Je pense que les habitudes changent beaucoup. Ça paraît évident pour n'importe qui de dire, tiens, je veux pouvoir postuler via une app et je peux avoir mes relevés d'heures via une app et son bulletin de paie directement via une app parce que je vais pas attendre à recevoir un truc papier chez moi. C'est complètement archaïque pour beaucoup de gens, en fait. Et c'est pas du tout une question de diplôme ou de niveau, d'ailleurs. Souvent, lorsqu'on lance un peu le digital, beaucoup de gens veulent l'a priori que c'est un truc vachement adapté à des cadres, des gens profil col blanc, mais pas du tout. Les gens qui sont hyper à l'aise pour utiliser les outils digitaux sont des gens qui ont pas de formation particulière. S'ils n'y arrivent pas, c'est que le truc est mal foutu. C'est un peu ça le raisonnement qu'il faut avoir. Donc effectivement, c'est une nouvelle attente qui est très très forte. Après, ce qui est toujours vachement intéressant, nous on passe beaucoup de temps à faire des études avec des candidats pour comprendre un petit peu comment eux voient les choses. Et je pense que c'est toujours assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a une très grande confusion pour eux entre une boîte d'intérim, un site d'emploi. C'est un peu pareil pour eux. Ils veulent juste avoir un boulot, quoi. Écoute, moi j'ai besoin d'un boulot pour lundi matin. Qu'est-ce qu'ils me proposent ? Je clique et puis j'ai mon boulot, quoi. C'est aussi simple que ça. Et il faut rester un peu fondamentalement dans les basiques là-dessus. Il faut rester le truc le plus simple possible pour avoir ça. Moi j'étais étonné, des études comme ça où les gens ne voyaient pas de différence entre un Indeed et puis un Adecco. Non, mais c'est des trucs pour lesquels je trouve un boulot, quoi. Ouais, okay. Non, j'adore ça parce que en fait, ça me fait penser à un truc que tu me disais souvent, Pierre. C'est que finalement, quand tu as créé Side, vous étiez sur un modèle finalement freelancer et tu as pivoté pour aller sur un modèle intérimaire. Et finalement, sur le modèle de l'intérim, les gens ils savaient pas vraiment qu'ils faisaient de l'intérim. Parce que l'expérience digitale est tellement aboutie que finalement, la forme d'emploi derrière, elle a moins d'importance. Au final, ils vivent une expérience, fluide, transparente, cool, depuis la candidature jusqu'à la prise d'emploi.
Et finalement, la nature même de l'emploi, elle disparaît derrière une expérience digitale réussie. Ouais, et tu disais, on fait pas de la tech pour faire de la tech, on fait pas de l'intérim pour faire de l'intérim. C'est à peu près pareil. C'est-à-dire que ce qui comptait, c'était juste de prendre le bon statut juridique pour qu'il n'y ait pas de problème, pour continuer de croître, pour que les candidats soient protégés quand ils travaillent. Et pour ça, le statut d'intérim, il est bien fait pour ce type d'activité. Et c'est pour ça qu'on a changé et qu'on l'a adopté. Et après, c'était à nous de bien l'intégrer en fait, dans une expérience digitale qui n'était pas faite pour être digitale, juste pour être digitale, évidemment. C'était pour fournir un service de simplicité d'utilisation pour les utilisateurs, de pouvoir signer leur contrat, de pouvoir accéder à leurs acomptes, de pouvoir avoir des missions, de pouvoir voir quand est-ce qu'ils peuvent travailler. Tout ça, c'est énormément de valeur en fait qu'on a apporté. Et je pense même que c'est marrant parce qu'il y a une forme de convergence peut-être entre la stack technique digitale des groupes d'intérim et en fait des job boards. C'est intéressant de réfléchir à ça parce que jusqu'à présent, la job board des groupes d'intérim, ça a été principalement Indeed et consorts. Donc en fait, c'est une externalisation en fait de où est-ce que je peux trouver du boulot. Je poste en tant qu'agence d'intérim le besoin sur Indeed et je veux trouver des candidats via le trafic d'Indeed. Mais ce que permet de faire le digital, c'est de créer sa propre job board parce que sur l'application, je peux avoir tous les jobs que je propose en interne. Donc en fait, quelque part, je fais venir des candidats dans ma base candidat et ensuite je propose mes jobs en premier sur ma job board et ensuite sur la job board d'Indeed. Même si, alors c'est que nous, là-dessus, on a essayé d'avoir une approche un tout petit peu différente finalement, c'est de se dire qu'il y a une vraie différence entre la première captation. C'est comment est-ce qu'on fait pour... on ne connaît pas les gens, comment est-ce qu'on peut arriver à capter un profil un peu brut sur lequel on passe effectivement un peu comme tout le monde par enfin France Travail, il y a un excellent canal effectivement pour aller récupérer des candidats bruts. Mais c'est vrai qu'après je trouverais dommage d'imposer au candidat de devoir qu'on connaît, qu'on a déjà reçu entretien, on sait qui c'est, on sait ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il habite, combien il veut gagner, l'expérience qu'il veut faire ou ne plus faire, de le condamner à redevoir perdre du temps à devoir choisir parmi les offres d'emploi. Donc ce qu'on essaie de faire, et on n'y est pas encore évidemment complètement, mais c'est de dire une fois que je t'ai reçu effectivement toi Christophe, je te connais, je comprends ce qui t'attend, c'est de t'envoyer des trucs vraiment qui sont pertinents pour toi. Juste qu'il soit, parce que pas que tu perds du temps et que ça t'emmerde on t'emmerde encore avec cette émission là alors qu'en fait t'as déjà dit 4 fois que tu veux pas y aller quoi si tu veux. Donc ça c'est hyper important d'être extrêmement précis dans l'accompagnement des candidats une fois qu'on les connaît. Donc c'est vrai que c'est là-dessus qu'on bosse pas mal pour ne proposer que des missions pertinentes effectivement pour les candidats une fois qu'on les connaît. Donc c'est pas 200 mais vraiment je préfère bosser tout le temps de façon, alors par exemple un des sujets pour nous c'est le replacement des candidats. C'est qu'effectivement un candidat lorsque c'est tellement compliqué de trouver des bons candidats pertinence, bassin emploi, etc. C'est que quand on sait que la mission va s'arrêter, le budget c'est qu'on lui propose exactement ce qu'il veut, et pas 200, juste un truc qui lui va très bien pour qu'il recommence à bosser sans qu'il soit tenté d'aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Non, et ce point que tu évoques sur la capacité de personnaliser ou d'hyper-personnaliser sans recherche, en fait, il est hautement critique dans l'expérience parce que cette expérience-là, un peu sans recherche, dans lequel ce que je vois est pertinent à chaque fois, et me semble, en tout cas critique, et dépend énormément en fait de la capacité qu'on a à avoir une data qui nous permet d'être capable de faire ça. Et une des datas que tu sembles évoquer, c'est celle du feedback. Quand je dis feedback, c'est finalement comment ça s'est passé, est-ce que j'ai aimé ce que j'ai fait, est-ce que c'est des compétences que je veux mettre en œuvre, toutes ces notions-là qui nous aident à fabriquer l'hyper-personnalisation, comment est-ce qu'aujourd'hui tu les abordes ? Écoute, je suis très old-fashioned par rapport à ça. C'est que je me rends compte que, on a essayé beaucoup de trucs, faire son notation sur les étoiles. Le déclaratif en fait n'est pas fiable. En tout cas, de ce que j'ai pas réussi moi en tout cas humblement à avoir un déclaratif suffisamment fiable et pertinent pour que ce soit une base de jugement par la suite. À la fois côté client et candidat. Quand tu demandes à un client de noter effectivement un candidat, on a rarement un truc. Enfin, si c'est sur les cata, on a rarement quelqu'un qui va dézinguer quelqu'un, quoi, si tu veux. Donc voilà. Mais en revanche, le bon signe, c'est est-ce que tu veux pas le reprendre. Là, en revanche, c'est peut-être un signe. Donc tu as peut-être noté quelqu'un 5 étoiles, mais tu reprends pas derrière. Il y a peut-être un truc, voilà. Et rien ne vaut, pour le coup, le vrai feedback. Et je pense que le cœur du job aussi de nos consultants, c'est ça, c'est de comprendre un peu, finalement, c'est quoi ton attente vraiment, qu'est-ce qui t'a plu, qui t'a pas plu, et de comprendre, d'ajuster un peu le tir comme ça, plutôt que d'envoyer des questions. Je caricature un peu le propos, mais d'envoyer des questionnaires dans lesquels on va essayer de mieux qualifier l'information. Donc je pense que la richesse, vraiment de l'interaction humaine, elle est à ce niveau-là, tant côté client que côté candidat. Parce que même côté client, c'est toujours fascinant de voir l'écart entre la job description
envoyé par le client et la réalité de son vrai besoin. Je sais pas si tu as déjà fait l'expérience, moi souvent c'est assez amusant. Tu vois un client qui va dire écoutez, moi il me faut tout prix un bac plus 5, voilà, qui soit je sais pas, bilingue anglais. En tout cas, voilà, et qui est évidemment qui veut être payé le SMIC, qui est disponible demain. Bon, vous n'avez pas trouvé? Non, ok. Bon, écoutez, alors j'ai pas le bon candidat, mais j'ai quelques CV là avec moi, et tu fais le test. Des vrais CV, hein, de personnes comme ça, voilà, qui ont bossé dans votre secteur d'activité, etc., etc. Et tu vois le même client qui 2 minutes avant disait bac plus 5 impératif, il voit un CV et dit ah putain, mais c'est là, ouais, ce profil-là, il est intéressant, il est disponible ou pas? Il pourrait être disponible? Mais ouais, mais c'est un bac plus 2 là. Ouais, mais en fait, il y a ça qui sont vachement intéressants, ça peut m'intéresser. Et en fait, cet écart, enfin, c'est du vécu, hein, ça c'est un truc qu'on fait à situation classique et je m'en s'entend bien pour les profils typiquement tertiaires, mais c'est vrai dans pas mal de secteurs d'activité. Et je pense que une grosse valeur ajoutée qu'ont nos consultants et nos franchisés, c'est d'arriver à ce qu'on appelle un peu le jargon interne, un peu de trouver les solutions d'écart. C'est au-delà d'un job desk théorique, mais sur lequel c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il a dedans? Soit n'est pas exprimé, voilà, soit qu'est-ce qu'il a dedans parce que le client n'est pas conscient, mais en fait c'est vachement important pour lui. Quand on fait la visite du site, on réalise que ça, ah ouais, c'est comme un environnement froid et qu'il y a le truc qui est vachement particulier qu'il faut quand même vachement intégrer. Ou alors effectivement des choses qui sont plus ou moins importantes là-dedans, de façon à vraiment déjà une offre qu'on va réécrire, et chaque fois c'est réécrit avec cette intelligence quelque part qu'on met dedans, et on se la sélection des candidats, garder cette intelligence. Pour les propos que j'ai toujours avec mes devs, hein, moi j'ai toujours mes développeurs qui ont le fantasme, qui pour moi reste un fantasme, hein, de l'algorithme de matching parfait. Tu vas pouvoir dire bah tiens voilà j'ai une job desk et puis tiens l'algorithme va tout seul avoir le super algorithme qui va assurer le super match. Et je pense qu'on a un vrai problème de data, en fait, dans nos métiers. À savoir, moi je dis toujours à mes équipes, hein, c'est super ton algorithme, hein, mais qu'est-ce qui va faire que ton gars... Enfin, dit différemment, c'est pas parce qu'un mec a marqué 8 fois maçon dans son CV sans faute d'orthographe qu'il va être un meilleur maçon que le mec qui l'a marqué une fois avec 2 S, qui était un top maçon. Donc la vraie différence, elle se fera, je pense, assez peu par l'algorithmique versus la qualité de cette évaluation-là qui passe beaucoup par de l'humain encore. Ouais, il y a une autre chose que tu évoques quand tu parles des écarts, tu parles de transparence aussi quelque part. C'est que il y a une part de ce que tu racontes qui repose beaucoup sur la capacité qu'on a à la fois de bien comprendre le besoin du client, mais suffisamment être capable de montrer potentiellement des écarts avec transparence. Parce que finalement, le client il va pouvoir faire ses choix si on a été transparent par rapport aux compétences que possède la personne. Il peut y avoir des écarts, il peut les accepter parfaitement. Des fois, il sait se réorganiser, ou il sait prendre un morceau de la compétence, ou ça l'éclaire sur un certain nombre de choses, mais cette notion de transparence reste clé, et quand elle est portée par des experts métiers, comme tu le racontes, en fait, elle fait foi, je dirais, puisqu'en fait, il y a quand même un véhicule de confiance extrêmement fort entre le permanent de la franchise ou de l'agence et son client, et quand il est en transparence, il est capable de lui donner finalement l'écart critique entre le poste tel qu'il était décrit et la compétence de la personne, on arrive à trouver des appareillements parce que le client finalement réadapte des choses, prend quand même cette compétence, réimagine ce qu'il peut faire en interne avec ce type de profil. Mais ça repose énormément pour moi sur la notion de compétence, de transparence, et la notion de confiance. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour aller de ce que tu dis. Hein, je crois beaucoup au modèle où c'est la même personne qui fait le commercial et le recrutement. Parce que finalement, c'est ce qui n'est pas forcément un modèle généralisé hein, dans le travail temporaire. Hein, mais la grande valeur que j'y vois, c'est surtout que finalement c'est la même personne qui fait l'un et l'autre. Donc tu vois ton client, tu comprends un peu ce qui se passe et tu es vachement mieux placé que pour aller ensuite trouver les bons candidats parce que ça ne se résume pas toujours à un descriptif sur un job desk très très clair. Moi je j'allais voir un client il y a 2 mois, c'était quelques mois de cela, qui me disait attends juste je veux des charpentiers bois et pas des charpentiers métal, parce qu'il y en a plein effectivement dans le secteur. Moi c'est charpentier bois et moi j'en ai marre d'avoir des gens. Je reçois un commercial, je dis il faut des charpentes bois et 3 jours plus tard, je reçois des CV de charpentier métal parce que forcément, quand il revient à son agence, il donne le descriptif de poste à un recruteur qui n'a pas percuté cette notion-là qui était super importante d'après le client. Et derrière, ça crée un effet déceptif qui est désastreux. J'aimerais rebondir sur la data. Tu parlais de l'importance de la donnée pour pouvoir avoir une approche plus algorithmique. Déjà, quels sont les chantiers que vous avez mis en place dans le groupe pour avoir une data propre? Est-ce que vous avez eu un challenge par rapport à ça? Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que vous avez pu faire?
pour y arriver? La data, c'est un gros enjeu, évidemment, hein, même si évidemment, il faut rester humble. Hein, voilà, c'est que c'est un combat sans fin. Donc, on a une équipe dédiée, hein, data, effectivement, avec un chief data officer qui est quelqu'un qui connaît bien le métier, qui est le propriétaire de la qualité des référentiels et la qualité de la donnée, effectivement, qui est importante, hein, et sur lesquels, voilà, toute une architecture, des processus, un suivi de façon à garantir que la qualité, d'abord que la donnée soit unifiée. Il y a un gros boulot là-dessus, effectivement, parce qu'on a plein de sources différentes. Comment est-ce qu'on crée des référentiels qui soient à peu près identiques? Comment on donne la donnée accessible aussi aux différents services qui vont appeler la donnée de façon différente? Comment est-ce qu'on est conforme évidemment à la réglementation aussi en termes de RGPD et d'autres qui sont des sujets évidemment extrêmement importants, hein. Comment on protège la donnée aussi, parce que les sujets de cybersécurité sont essentiels effectivement dans le monde dans lequel on est, et surtout quand on est très impliqué dans la tech. Et puis évidemment, comment est-ce que ensuite on va pouvoir garantir que la donnée qu'on ait soit à jour et fiable, qui sont des éléments qui sont évidemment importants. Et j'insiste beaucoup sur au-delà de la partie tech, c'est même dans le processus d'acquisition d'informations, parce qu'à nouveau on dit toujours dans un peu le jargon américain, garbage in, garbage out. C'est que souvent, quand on met à quelqu'un, complète un questionnaire, quand tu vas au-delà de 3 questions, derrière, c'est n'importe quoi. Donc en fait, ça sert à un peu des questions. Il ne faut pas croire que parce que le mec a dit que ceci, cela, c'est forcément vrai, parce que si le truc était mal foutu en amont ou trop long, t'as pas une information qui soit fiable. Donc c'est ça qui est assez important de garder en termes d'expérience, quoi. Oui, je voulais te poser une question sur l'intelligence artificielle et quelle est, toi, ta croyance, toi qui es au contact du marché et qui a déjà fait une initiative digitale importante en interne. Maintenant, avec la création d'agents, tu as déjà peut-être dû être contacté par des sociétés qui font, par exemple, des calls de qualification automatisés par des agents. Est-ce que on se rapproche pas, là, de la possibilité d'avoir un algorithme de matching, au final, qui rapporte via des agents qui font des calls de qualification? On ouvre peut-être une fenêtre nouvelle d'optimisation des opérations dans le staffing qui permettrait tout simplement de matcher un grand nombre de missions automatiquement. Ouais, je vois très bien où tu veux venir. Écoute, alors aujourd'hui, d'abord l'IA, c'est un sujet, mais comme je disais précédemment, on fait pas de l'IA pour faire de l'IA. On fait de l'IA pour avoir un vrai impact. Hein. Aujourd'hui, dans ce qui fonctionne aujourd'hui et qui est opérationnel, ça marche très très bien. Et là, on parle d'IA générative, hein, sur la rédaction d'annonces. Et mes annonces, comment ça marche concrètement, c'est que je passe un entretien avec mon client, je fais une visite de poste, je comprends un peu les 2-3 trucs vraiment importants, et ensuite il y a une IA qui va, à partir de ces 2-3 trucs vraiment importants, les informations sur la boîte, qui récupère automatiquement, qui on est nous, faire une annonce qui est hyper bien foutue, hyper pertinente, et ça c'est top, d'accord, mais qui est toujours validée par un humain, c'est-à-dire toujours la personne qui relie le truc pour être sûr que c'est nickel et que ça correspond aux attentes, hein. Et deuxième utilisation aussi qui est top, c'est également la proposition active de candidat. C'est que lorsqu'un candidat est reçu en entretien, il y a donc le contenu d'entretien qui est généré, il y a son CV en format JSON qui existe, il y a la boîte en face vers qui on veut l'envoyer, sur des informations sur la tête de la boîte, etc. Et un email hyper précis, hyper ciblé, hyper pertinent qui est envoyé, qui va vendre un peu ce candidat. Et en quoi, écoutez, voici les 2-3 points saillants du candidat qui sont pertinents. Ce mail-là aussi, il est généré de façon, grâce à de l'IA générative, ça marche super bien. Toujours relu, mais finalement assez peu corrigé. On suit un petit peu finalement le taux de correction. Et en fait, ça améliore, c'est comme ça qu'on améliore un peu le truc, mais c'est assez peu corrigé. Donc ça, c'est actif aujourd'hui, ça marche très bien. Après, autre chantier assez évident, c'est la partie effectivement prise de notes dans les entretiens qu'on peut avoir. Après, ce que tu évoques, c'est un peu le stade d'après, c'est que on va remplacer vraiment le cœur du métier de recruteur pour faire de la qualification automatisée. Dans les interfaces qu'on a pu voir aujourd'hui, je trouve qu'il y a plutôt bon, c'est peut-être un ressenti, je suis un peu vieux con, hein, peut-être, hein, mais il y a encore une appréciation assez négative à parler à un robot. Et c'est vrai que alors ça va peut-être changer, hein, mais c'est vrai que je trouve, c'est un peu comme, je prends un exemple un peu fort, hein, mais demain, est-ce que vous aimeriez qu'un médecin vous fasse un médecin robot vous fasse un diagnostic, vous annonce comment ça se passe? Je suis pas sûr que je sois complètement prêt encore à cela, et je considère qu'il y a encore une grande richesse dans l'interaction avec un vrai humain sur le candidat pour lui trouver c'est quoi son job, pour vraiment de la qualification de fond, d'accord, hein? Ce que je distingue assez volontiers de, on va dire, la préqualification ou la notification de mission. C'est-à-dire qu'une fois que le gars, tu le connais, écoute, est-ce que tu peux vérifier si tu es toujours dispo lundi pour une mission à tel endroit, etc. Ça, je pense que l'IA va aller très très vite. En revanche, faire connaissance avec quelqu'un, je parle d'une personne, je suis pas sûr que ça aille très vite vers de l'IA, parce qu'il y aura ce feeling, enfin cette authenticité, je pense, qui, à mon sens, qu'il faut garder. Il faut qu'il y ait une vraie valeur comme ça. Enfin, je veux dire, on ne résume pas les gens à des CV et d'expérience.
Je pense que nos franchises sont implantées localement. Elles veulent créer une vraie relation avec nos clients et nos candidats. Personnel, il y a une relation qui se crée de façon forte. Cette relation-là, le premier contact, il est vraiment humain. Voilà. Après, le reste peut être effectivement digitalisé, mais je pense que l'humain a un grand avenir là-dessus, justement, encore. Et c'est marrant, comme tu le segmentes, on a un peu l'impression que tu le segmentes avec des agents qui sont finalement le partenaire, je vais dire, assistant du collègue de l'agence qui lui fait la pré-rédaction de son offre, la pré-rédaction de son mail, dépiler une liste d'appels à faire pour savoir si les gens sont toujours disponibles, etc. Comme si on confiait cette tâche à quelqu'un qui est capable de la réaliser sans qu'on ait nous-mêmes à s'engager, mais simplement juste la contrôler, être sûr qu'elle soit bien réalisée, avec le core business de l'individu que tu considères encore comme quelque chose que tu ne souhaites pas digitaliser parce que c'est là où l'individu en agence continue de créer de la valeur. Moi, c'est complètement ça. Moi la vision à terme, et d'ailleurs, je suis une vision qui est très positive par rapport aux collaborateurs en agence. Sinon, c'est qu'on va te débarrasser de tous les trucs qui t'emmerdent, pour être simple. Je pense que ça passionne personne de rédiger une annonce, d'aller rédiger un compte-rendu d'entretien. Voilà. En revanche, je pense qu'il va faire l'objet de la passion du métier. C'est de rencontrer, faire des rencontres avec des candidats, des clients, comprendre leurs besoins, qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu es en galère en ce moment, attends, je vais trouver un truc. Ah, tu supportes plus machin, mais pourquoi? Je comprenne, qu'est-ce qui s'est mal passé? Ces trucs-là, je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir une IA qui va faire ça, je pense. Et même si techniquement, elle serait capable de le faire, je pense que l'acceptation humaine du truc va encore être un peu compliquée. Et la manière dont on le raconte ici, ça fait penser à plus de tech, plus d'humain. C'est qu'à chaque fois qu'on aura la capacité à installer finalement un agent qui vient supporter en fait le collègue, c'est plus de temps qu'il va passer avec ses clients, plus de temps qu'il va passer avec ses candidats, là où en fait il crée le maximum de valeur. Et plus d'intérêt aussi. Je trouve que c'est un métier qui est un métier de passion aussi, et je pense que c'est le fond. Les gens viennent pour ça. Je connais personne qui rejoint le travail temporaire parce que putain, les relevés d'heures, j'adore saisir ça. C'est hyper sympa. Non, en fait, les gens, il faut aimer l'humain. Moi, j'ai toujours, on en parle tout à l'heure sur les profils des franchisés. Moi, je dis qu'il faut 3 trucs. Il faut des gens qui aiment les gens. C'est très, très simple. Il faut des gens qui sont capables effectivement d'aimer ce contact avec les personnes parce que c'est cette dimension ingrate. Mais si on n'aime pas fondamentalement le contact avec des gens, ça peut pas bien se passer. Peut-être je ne sais pas si on peut clore ce sujet autour du digital et aller de manière plus généralement sur le secteur d'activité pour avoir ta vision de où va ce secteur d'activité, d'où il vient et où il va peut-être. On a un secteur d'activité, je pense, qui s'est professionnalisé durant ces dernières années. Tu parlais tout à l'heure d'implants, par exemple, avec des modèles organisationnels parfaitement dédiés à certains segments, avec une capacité à très bien différencier ses offres, avoir une segmentation de ses marchés et une capacité de travail, je veux dire, bien organisée en agence. Il reste peut-être un certain nombre d'enjeux que tu voudrais peut-être nous pointer. Quels sont les enjeux du secteur? Et comment est-ce que toi, tu vois ce secteur évoluer? Alors, d'abord, je pense qu'en tant que profession, on doit rester preuve de beaucoup d'humilité. Parce que même s'il y a beaucoup de choses qui sont améliorées en termes d'image, je pense que globalement, l'expérience qu'on offre collectivement, et nous compris, à nos clients et à nos candidats, est assez déceptive. Les gens sont habitués en termes de standard. Tu vas sur Amazon, tu commandes un bouquin pour que ça arrive lundi matin à 9h. Ça t'a coûté tant, et lundi matin à 9h, tu as ton colis. Voilà, tu peux me suivre, effectivement, tu vas sur Uber, tu demandes un chauffeur, il est en 5 minutes, tu le vois, il est dans 5 minutes, il est là. Dans l'intérim, malheureusement, les clients le disent quand ils sont honnêtes avec vous, ils disent franchement, écoutez, moi j'aimerais bien avoir 14 personnes pour mardi matin qui auraient telle compétence. Les chances qu'ils aient 14 personnes, effectivement, qui ont telle compétence qu'il y a lundi matin, c'est pas 100%. C'est loin de ça, encore aujourd'hui, pour plein de raisons, effectivement, parce qu'on est sur de l'humain, parce qu'il y a des impondérables, des choses comme ça. Je trouve qu'il faut être assez simple que l'expérience reste quand même un peu délicate, et même côté candidat. Côté candidat aussi, tiens, je voulais avoir telle mission, j'ai pas pu l'avoir, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on reste quand même assez humble là-dessus, et je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire pour avoir une expérience qui soit au niveau des attentes des entreprises et des candidats, effectivement, qui cherchent un boulot. Après, effectivement, je pense que d'abord l'image s'est beaucoup améliorée, parce que je pense que pour petite histoire, moi quand j'avais été chassé dans mon groupe industriel pour aller rejoindre le secteur du travail temporaire, ma première réaction a été extrêmement négative. Parce qu'à l'époque, c'était Philippe Salle qui me cherchait. Je lui ai dit, écoute Philippe, je t'aime beaucoup, mais qu'est-ce que tu voulais foutre là-dedans, quoi? J'avais l'image du secteur marchand de viande, limite une forme d'esclavagisme moderne. Et je pense qu'on est comme bien loin de ça aujourd'hui. On devient vraiment partenaire des gens pour trouver du boulot, quoi. Et je pense que c'est un métier qui est extrêmement noble, dans le fond.
et on est aussi partenaire de nos clients pour leur aider à trouver des solutions, à trouver des compétences qu'ils n'ont pas forcément effectivement en interne ou qu'ils ont du mal à trouver aussi. Donc, je pense que cette mission-là est encore très positive et très forte. Et avant d'avoir nos petites questions conclusives, j'avais un point qui est dans ma tête. Tu évoquais aussi les points de travail, du travail temporaire en termes d'expérience, qualité d'expérience, etc. Je voulais en évoquer rapidement un autre qui est l'accidentologie. C'est globalement un sujet en France, parce qu'en fait, les statistiques ne sont pas vraiment complètement favorables quand on les compare avec d'autres pays. Donc c'est un sujet, c'est quelque chose d'important. Et parmi les statistiques, celles du travail temporaire ne sont pas très honorables. C'est vrai. Donc c'est un sujet pour lequel tu es sensible. Et comment est-ce que tu le vois? Et est-ce que tu as déjà des choses que tu mets en œuvre, j'imagine, autour de ça? Non, mais c'est un fléau. Enfin bon, moi j'ai le monde de l'industrie, donc on est quand même un peu picousé aux problématiques d'accidentologie. Hein. On a eu des cas de décès, effectivement, d'intérimaires. Enfin, j'en ai un en tête là, en début d'année, c'est toujours un drame personnel et ils ont évidemment une horreur pour la famille des personnes et puis les gens qui ont pu collaborer avec tout ça. Hein. Et ça, quand on a les chiffres, l'accidentologie d'intérimaires est malheureusement beaucoup plus forte que les collaborateurs permanents. On l'attribue souvent finalement à des gens qui sont peut-être un peu moins bien accueillis, un peu moins bien préparés à l'environnement dans lequel ils sont amenés à travailler. Et c'est des points sur lesquels comme souvent, c'est la répétition, c'est la formation. Donc là, on a relancé des programmes là, de sensibilisation à l'accidentologie sur les personnes de façon à vraiment s'assurer qu'on sensibilise le plus possible nos collaborateurs permanents et donc nos intérimaires, effectivement, sur les risques auxquels ils sont exposés quand ils travaillent. Et c'est un travail souvent qui doit se faire, je pense, beaucoup plus avec nos entreprises clientes. Parce que je pense que c'est en partie ça qui est important. Hein. Moi, je suis toujours un peu... je trouve ça positif que dans l'entrée des usines, il y a toujours un grand panneau en disant tiens, ça fait 83 jours qu'on n'a pas eu d'accidentologie. Et regrette toujours que ce chiffre-là prenne généralement en compte uniquement le personnel permanent d'entreprise sur lequel on a bossé et rarement le personnel intérimaire aussi, qui pour moi doit faire partie aussi intégrante effectivement des collaborateurs qui sont intégrés. Et je trouve, même si ça fait un peu jaser, un peu grincer des dents nos clients, je trouve ça assez sain, les mesures récentes qui ont été passées, par laquelle, lorsqu'il y a un coût d'un accident, on parle pas, c'est pas qu'une question de gros sous, heureusement, mais lorsqu'on parle d'un coût d'un accident dans une entreprise cliente, les impacts financiers liés à ça sont effectivement n'étaient impactés que l'entreprise d'intérim. Maintenant, ils sont impactés à la fois pour l'entreprise cliente, l'entreprise d'intérim. Et je trouve que ça permettra, en tout cas, ça aidera. Je dis pas que les gens ne s'intéressaient pas, mais ça aidera à remettre un peu celui-là sur la table avec nos clients. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Merci Alexandre. Ouais, merci à vous. C'est génial de t'avoir. Merci Alexandre. On vient de passer une heure extrêmement riche, Pierre. Ouais, c'était super intéressant. Qu'est-ce que toi, tu as gardé de ce qu'il nous a dit et ce qui te semble clé pour que les gens gardent en tête? Ce qui me semble clé, c'est ce qu'il disait sur le garbage in, garbage out. C'est-à-dire, si on fait rentrer de la mauvaise donnée dans notre base de données, on va avoir de la mauvaise donnée en sortie. Et donc, il faut travailler en premier lieu sur comment est-ce qu'on peut avoir de la bonne donnée dans nos bases de données. Et pour ça, peut-être quelque chose qui n'est pas très intuitif, c'est qu'une bonne expérience, par exemple du côté candidat, une bonne expérience du côté agence consultant, permet d'avoir une donnée de bonne qualité. Parce qu'en fait, plus l'expérience est mauvaise, plus on a généralement des consultants qui ne respectent pas vraiment les formulaires ou des candidats ou des intérimaires non plus. Et donc, on se retrouve avec un peu n'importe quoi. Donc, la qualité de l'expérience permet en fait de capter de la donnée d'une façon plus propre. Qui dit données plus propres, dit performance et automatisation plus forte aussi. Personnellement, moi, je suis convaincu que l'algorithme de matching impossible dont il parle, je pense que c'est possible et je pense que ça arrive et c'est qu'une question de temps. Parce que justement, l'intelligence artificielle permet aussi d'être de plus en plus intelligent dans l'analyse de la donnée et le fait de prendre des données complexes pour, à la fin, raisonner et prendre une décision finale. Ce qui était très difficile à faire avec des algorithmes pré-intelligence artificielle et ce qui est beaucoup plus faisable aujourd'hui avec les nouveaux LLM qui arrivent sur le marché. Donc je pense que c'est une nouvelle technologie qui nous rapproche vraiment de très près de la capacité de faire un matching d'une très grande qualité entre des candidats et des missions.
Il y a une autre piste qui nous donne aussi quand on parle d'amélioration du service, on lui a parlé de feedback, et il a été interrogatif sur finalement l'usage du feedback à l'intérieur justement de la qualité du matching, etc. Mais il nous a donné un certain nombre de pistes aussi de données d'annotation qu'on peut trouver par ailleurs, en fait, qui peuvent renforcer cette notion de matching qui souvent était partie au départ entre l'offre et le CV, et que finalement on voit quand on commence à regarder de manière plus large, comme tu viens de le dire, finalement toutes les données qui peuvent être à disposition, qu'il y a beaucoup de données qui peuvent nous aider à faire des appareillements de qualité. Il nous a donné quelques exemples de données d'annotation, comme finalement le candidat il a été resélectionné par cette personne-là, il est retourné assez fréquemment dans ce type de mission, il a été recommandé. Et en fait, il y a une masse d'informations, si elle est correctement animée, structurée, qualitative, qui va nous permettre en fait d'améliorer l'algorithmie et sortir finalement du paradigme initial qui était j'ai une offre et un candidat. Ouais, exactement. Et on voit les modèles aujourd'hui d'intelligence artificielle qui prennent de plus en plus de contexte, ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire le type de données différentes qu'on peut mettre dans l'input qu'on donne au modèle pour qu'à la fin, l'intelligence se fasse à partir de toutes ces données-là. Est-ce que mon candidat, il est qualifié? Est-ce qu'il a déjà travaillé avec moi? Est-ce que les retours ont été intéressants de la part des entreprises avec lesquelles il a travaillé avant? Qu'est-ce que moi j'ai pensé lors en entretien avec ce candidat? Et est-ce qu'il peut matcher en termes de distance, en termes de ce que le client m'a demandé? Et tout ça, en fait, avant, était très difficile à automatiser. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu vraiment d'algorithme magique. Mais aujourd'hui, on est vraiment de plus en plus proche de ça. Oui, et même si le dernier pas, il restera humain, l'augmentation de la qualité, en fait, de la pré-proposition ou de l'approche du candidat, si elle augmente en performance, on continuera d'alimenter de manière encore plus intelligente, en fait, nos collègues avec un dernier pas qui sera encore plus facile. Ouais, exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est probablement une grosse tendance qui va apparaître, ça va être est-ce qu'on accepte de se faire appeler par un robot? Peut-être qu'aujourd'hui, on est encore là aussi dans une phase où on ne voit pas trop l'intérêt de se faire appeler par un robot, on préfère se faire appeler par un humain. Il y aura peut-être demain une proposition de valeur, notamment dans le staffing et dans les cas de figure qu'on connaît très bien, de pré-qualification dont on se parlait, qui pourrait être très intéressant. Oui, et puis des cas d'usage, tu évoques la préqualification, et dans la chaîne de valeur ou dans le travail au quotidien, en fait, il y a pas mal de moments dans lesquels on pourrait avoir besoin de support, on pourrait avoir besoin d'informations. Il n'y a pas toujours quelqu'un de disponible pour nous aider, et la relation qu'on peut avoir avec son entreprise employeur, en fait, pourrait peut-être être améliorée par des technologies qui, sur le plan vocal, rendent simple accès à du support, accès à de l'information sur l'onboarding, accès à une information sur la sécurité. Donc il y a des champs, en fait, dans lesquels parfois on n'est pour l'instant pas capable, même avec de l'humain, d'apporter une réponse, et dans lesquels l'intelligence artificielle, si elle devient adoptée, comme tu l'as évoqué, pourrait créer aussi des différenciations importantes dans le service qu'on apporte à nos clients et à nos candidats. L'autre sujet que j'ai trouvé intéressant, c'est quand il a parlé de l'adoption, les techniques d'adoption dans son réseau de franchisés. Parce que ça, c'est une problématique que tout le monde rencontre. C'est super d'avoir une vision produit, c'est super d'avoir une vision tech, mais tout le monde ne la partage pas forcément en interne. Et donc, il peut y avoir des résistances au changement. Je pense que tous ceux qui nous écoutent voient à peu près de quoi on parle. Et donc, il nous a donné quelques clés intéressante que lui, il utilise en interne pour faire adopter ces outils. On disait que c'est quelqu'un qui est capable de se faire inspirer pour lui-même mettre en place des choses. Je pense que les gens qui ont eu le plaisir d'écouter l'épisode ont l'opportunité aussi d'être inspirés par ce qu'Alexandre vient de nous propulser. Donc, c'était un excellent moment.